1990, par une soirée d'octobre, Rob Chamberlain et un de ses amis empruntent la route de Glen à Anchorage, en Alaska, pour se rendre dans un restaurant de la région. Alors qu'ils s'approchent de la sortie, Chamberlain entend un fort craquement. Il se retourne et découvre un trou dans la lunette arrière. Il aperçoit alors son ami Jeffrey Kane, âgé de 20 ans, effondré sur son siège et couvert de sang. La balle est entrée par l'arrière du crâne et est ressortie par devant. La mort a été instantanée. Les parents de Kane sont convoqués sur les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était Jeff qui avait reçu cette balle. Je me disais plutôt, il y a d'autres gens, pourquoi ne pas tuer les méchants? Jeff est programmateur en informatique et on ne lui connaît aucun ennemi. Le conducteur, Rob Chamberlain, affirme qu'il ne sait absolument pas pourquoi ils étaient visés. On a d'abord pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Quelqu'un aurait pu suivre ce jeune homme et provoquer ce genre d'incident. On a tout fait pour en savoir plus. Étiez-vous visé pour une raison évidente? Étiez-vous mêlé à quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler&Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu. Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces deux garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de deux de ses amis, Sheila et Gustafson. Quelques heures plus tôt, les trois garçons avaient fait l'acquisition d'un fusil d'assaut semi-automatique de marque Heckler&Koch, modèle 91. C'est une arme de guerre redoutable fabriquée en Allemagne, tirant au coup par coup ou par rafale des munitions de calibre 7,62. Ravis de leur achat, les trois garçons roulent sur une autoroute proche d'Anchorage pour rentrer chez eux lorsqu'une voiture fait une manœuvre imprudente que le trio interprète comme une queue de poisson. Ça a mis RD en rage. Alors il s'est tourné vers Gustafson et il a dit « Descends cet abruti !» Kerr affirme que Gustafson a pris le fusil et tiré un seul coup en direction de la voiture.
affirmant qu'il ne savait pas que quelqu'un avait été touché jusqu'à ce qu'il lise les journaux. Est-ce qu'il a vraiment visé avec le fusil? Ah, ça s'est passé très vite, je sais pas, j'étais assis à l'arrière et je lui ai dit de pas faire ça. J'étais persuadé qu'il ne ferait pas une chose pareille. La version de George Kerr concernant le coup de feu est très crédible, parce qu'à ce moment-là, on avait travaillé sur les lieux du crime et sur l'autoroute toute la nuit. Ça correspondait tout à fait avec ce qu'on avait. Il détenait indéniablement des informations dont les médias n'avaient pas parlé. Kerr affirme qu'il ne sait pas ce que Gustafsson a fait du fusil après ce coup de feu. Les enquêteurs ne sont pas entièrement convaincus que Kerr témoignera contre ses amis lors d'une audience publique. À vrai dire, je n'ai jamais fait confiance à George. C'est le genre de personne qui peut se contredire. Il pouvait changer d'avis parce que d'un côté il disait c'est vraiment affreux, ce garçon ne méritait vraiment pas de mourir. Mais d'un autre côté, il affirmait que ces deux gamins étaient ses meilleurs amis et qu'ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres. Rien ne prouvait que ça s'était passé autrement que ce que racontait George. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il ne pouvait pas procéder à une arrestation sur le moment. Pour confirmer la version de Kerr quant à ces événements, la police lui demande de porter un micro caché et d'aller retrouver Chili et Gustafsson. La rencontre a lieu dans un restaurant de l'aéroport international d'Anchorage. Deux policiers en civil se tiennent à proximité. Le dispositif d'enregistrement est placé dans une voiture à l'extérieur. George Kerr a dit des choses du genre « Doug, pourquoi il a fallu que tu tues ce type ?» Et Gustafsson a répondu des choses comme « Je voulais pas, George ». Et le tout confirmait entièrement ce que Kerr avait raconté aux inspecteurs. Mais Gustafsson refuse de dire où il a caché le fusil. Cependant, la police arrête R.D. Chili et Doug Gustafsson pour le meurtre de Jeffrey Kane. George Kerr accepte de plaider coupable, ainsi que de témoigner pour l'accusation en échange de son immunité. En l'absence de l'arme du crime, tout repose sur lui. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place deux hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafsson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafsson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis. La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafsson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafsson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc du nom de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope.
Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK-91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs, la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Si le véhicule n'avait pas été muni de ce film teinté, le verre cassé de la lunette arrière et de la fenêtre latérale du côté passager serait tombé en morceaux et aurait été sans doute totalement perdu. Le film teinté permet le maintien du verre cassé. Par conséquent, l'impact de la balle est encore visible. Shem retire ce qui reste de la vitre du passager et fabrique un gabarit en carton. Puis il recrée l'impact de la balle. Il place ensuite le gabarit à la place de la vitre du côté passager. Il réalise alors une expérience simple. Il tend une ficelle passant par l'impact de la balle dans la lunette arrière, puis par le trou dans l'appui-tête, et la fait ressortir par l'impact de la vitre du côté passager. Cette expérience nous a permis d'en savoir plus sur la trajectoire. L'angle était d'environ 47 degrés par rapport à l'arrière du véhicule. Si le coup avait été tiré à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses deux amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime lorsque le coup de feu a été tiré. Ça n'a vraiment rien d'un homicide volontaire. Et sur quoi repose cette affirmation? Il a tiré en direction de la voiture, mais pas dans le but de tuer. Mais l'analyse médico-légale révèle que les deux véhicules étaient séparés par moins de 15 mètres, ce qui signifie que le coup de feu était intentionnel. Sur la base de cet élément, le conducteur R.D. Chili est reconnu coupable d'homicide involontaire. Doug Gustafsson, le tireur, est reconnu coupable d'homicide volontaire. Tous deux sont condamnés à la prison à perpétuité. George Kerr bénéficiant de l'immunité par rapport à l'accusation, il quitte l'Alaska peu de temps après la fin du procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ un an après un coup de feu sur une autoroute, un colis est envoyé par la poste à George Kerr. Il porte l'adresse de sa famille à Eklutna, en Alaska. Étant donné que George a quitté l'État, son père décide de l'ouvrir. David Kerr, âgé de 44 ans, est tué sur le coup. La belle-mère de George, Michelle, est grièvement blessée. Elle a de multiples fractures au visage et les tympans percés. Les policiers l'interrogent pendant le trajet vers l'hôpital, persuadés qu'elle ne pourra pas survivre. Michel, ces gens sont de la police. Répétez simplement ce qui s'est passé selon vous. On vous écoute. On a reçu un colis qui était adressé à George. Il avait été posté dans l'État d'Alaska. Je sais que c'était de la part de Doug. Comment savez-vous que ce paquet venait de Doug? Parce que c'est à cause de George qu'il est allé en prison. George a témoigné. Selon Michel, la bombe provient forcément des deux hommes que son beau-fils a envoyés en prison, Doug Gustafsson et R.D. Chili. La bombe n'était pas destinée à faire peur ou à intimider.
Elle était faite pour tuer. Et elle a réussi. Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne. Doug Gustafson et R.D. Chilai se sont-ils vengés d'avoir été dénoncés par leur ami George Kerr? Bien que cette théorie semble fondée, elle se heurte néanmoins à une lacune de taille. Au moment de l'attentat au colis piégé, les deux garçons croupissaient en prison. Pour tenter d'identifier l'expéditeur de la bombe, Jim Bordenay autopsie le corps de David Kerr. Des fragments de l'engin explosif pourront-ils fournir des indications? Le médecin légiste extrait une minuscule pièce métallique incrustée dans la poitrine de la victime. Et en l'examinant au microscope, il établit qu'il s'agit d'un morceau de détonateur. Notre laboratoire a fini par réussir à identifier le type de détonateur dont cette pièce faisait partie, ainsi que son fabricant. À qui ce fabricant fournissait-il des circuits semblables? Il s'agit d'une chaîne de magasins d'électronique très répandue. Mais on savait que cette chaîne était représentée à Anchorage. Mais Chili et Gustafson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées, les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, hein, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien. En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafson et R.D. Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. RD se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison. Et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafson a longuement prémédité sa vengeance. Quelques jours après l'explosion, Peggy et Greg Gustafson sont convoqués par la police pour être interrogés. Quand on leur fait entendre les conversations enregistrées en prison, ils avouent aussitôt avoir fabriqué la bombe et l'avoir expédiée à la nouvelle adresse de George Kerr avec l'intention de le tuer. Quand Peggy a accepté de coopérer, elle nous a dit dans quel magasin elle était allée, quelles pièces elle avait achetées. Grâce à un vieux reçu du magasin en question, qui ne portait pas le nom de Peggy, on a réussi à identifier la transaction. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées.
Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à R.D. Chili et Doug Gustafson, ils passeront le restant de leur jours en prison. Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc que peu avant le meurtre de l'autoroute, Shelai et Gustafson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelai, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion.